Bonjour à tous. Merci infiniment au général Baptiste, qui est le délégué national de l'Ordre de la Libération et qui nous accueille aujourd'hui pour ce point presse, dont évidemment le thème principal sera dédié à l'Ordre de la Libération, dans un contexte que vous connaissez, qui est celui de l'inhumation demain, 11 novembre, de M. Hubert Germain au Mont-Valérien. Je remercie infiniment le général Baptiste de nous accueillir dans ses locaux, de nous permettre d'avoir une visite tout à fait privilégiée avec lui-même et ses équipes tout à l'heure, et de nous permettre un temps de recueillement sur la dépouille de M. Hubert Germain. Comme il en est l'usage, je vais commencer par quelques points d'actualité du ministère des Armées. Je vais ensuite vous présenter l'agenda de la ministre pour la semaine prochaine. Puis je céderai respectueusement la parole au général Baptiste qui nous parlera de l'Ordre de la Libération. Alors, quelques points d'actualité. La semaine prochaine, le lancement de capacités de satellites tout à fait remarquables, satellite CERES. Alors, il ne vous aura pas échappé que nous avions lancé le 24 octobre le premier satellite Syracuse 4, satellite de télécommunication. Eh bien, la semaine prochaine, nous lançons 3 satellites de renseignement d'origine électromagnétique. Donc, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'une constellation de 3 relativement petits satellites, à peu près 500 kg chacun, qui seront 600 km au-dessus de nos têtes, qui tourneront assez vite autour de la Terre. Chaque jour, le même point de la Terre sera vu 4 ou 5 fois par cette constellation de 3 satellites. À quoi servent ces satellites? Ils servent à capter des signaux électromagnétiques qui peuvent être émis soit par des radars, soit par des stations de télécommunication, soit par des systèmes de défense sol-air. Ce sont des satellites qui permettent d'avoir une vision assez large de la Terre, puisque à chaque instant, c'est une bande de 3000 km de large qui est capturée par ces satellites de renseignement. Et donc, cela complétera de manière très spectaculaire et stratégique nos capacités de renseignement en matière électromagnétique. Alors, nous avons déjà des vecteurs qui servent à faire du renseignement d'origine électromagnétique. Nous avons une composante aéroportée pour cela. Vous connaissez peut-être les Transal Gabriel. Nous avons sur les bâtiments de la Marine nationale un bateau qui est dédié à cela qui s'appelle le Dupuy de l'Aume. Nous avons des détecteurs de radar sur d'autres bâtiments de la Marine nationale. Et puis l'armée de terre a aussi des moyens tactiques d'interception électromagnétique. Donc là, c'est une capacité tout à fait nouvelle. La France se dote de ce type de capacité. Précédemment, nous avions des démonstrateurs. C'était des projets technologiques, mais qui n'étaient pas directement utiles à la communauté du renseignement et à la communauté des opérations en France. Et nous rentrons dans les quelques très grandes puissances mondiales qui sont dotées de ces satellites de renseignement d'origine électromagnétique. C'est un projet qui fait à peu près 500 millions d'euros et ces satellites vont vivre une dizaine d'années. Voilà, donc lancement le 16 novembre prochain, en milieu de matinée, si tout se passe bien. Et admission au service actif, comme on dit, de ces 3 satellites, courant 2022, à peu près 6 mois après la date de lancement, le temps de calibrer très précisément chacun de ces satellites. Voilà, une bonne nouvelle et qui a un vrai impact stratégique pour nos forces armées et pour notre communauté du renseignement. Je peux y revenir si vous le souhaitez un peu plus tard. Deuxième point d'actualité, juste vous rappeler que dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, l'armée de l'air et de l'espace déploie un dispositif particulier de sûreté aérienne, c'est-à-dire une bulle de protection. Nous aurons des hélicoptères en vol, des avions de chasse qui seront d'alerte, nous avons des dispositifs de lutte anti-drone, et nous aurons des moyens de défense sol-air qui seront mobilisés pour assurer la protection d'une bulle autour de Paris. Je ne pourrais pas évidemment être plus précis sur les contours de cette bulle pour des raisons que vous comprenez, mais sachez que cela existe, c'est sur demande du Premier ministre que nous mettons cela en place. Pour l'armée de terre, je vous signale le forum des chefs d'état-major de l'armée de terre qui aura lieu à Athènes les 9 et 10 novembre, donc aujourd'hui et demain. Hier et aujourd'hui, je vous prie. La première édition était en 2015 à l'initiative de la France. L'édition 2020 avait été reportée et donc le CEMAT français, le général Pierre Schill, s'entretiendra notamment avec les CEMAT néerlandais, grecs bien sûr, qui accueillent, américains, espagnols et britanniques. Ça permet de confronter les perceptions des crises sécuritaires, mais également de mieux se coordonner entre Européens sur la prise en compte de nos besoins capacitaires futurs. Voilà. Le prochain forum des CEMAT se tiendra en France dans le cadre de la PFUE à Strasbourg, présidence française de l'Union européenne.
Pour la DGA, je vous signale la naissance d'un nouveau pôle d'innovation technologique. On vous a déjà parlé de ce dispositif. Dans chaque région, il y a une structure chargée de fédérer les actions d'innovation, qu'elles viennent d'industriels ou qu'elles viennent de militaires. Eh bien, ce pôle d'innovation technique s'appelle Novaero. Il sera porté par le centre de la DGA, DGA Essai en vol, en lien très étroit avec les états-majors d'armée, l'école de l'air et de l'espace, et un autre pôle dans le domaine aéronautique qui s'appelle SAFE. Donc, pour le dire rapidement, c'est le bras armé de l'Agence Innovation de Défense dans la région sud-est. Donc l'objectif, c'est de mieux faire savoir le lancement de nos appels à manifestation d'intérêt et de faire remonter les projets d'innovation locaux qui peuvent être pris dans ce domaine aéronautique, avec des thématiques telles que la sécurité aérienne, l'interface homme-machine, la connectivité, les drones et les gestions de crise sur les opérations aériennes. Je vous signale, alors ça sera un point d'agenda également, la tenue du Forum de Paris sur la paix, avec ce vendredi la signature à l'initiative de Florence Parly d'une déclaration conjointe par une vingtaine de pays sur la prise en compte dans nos questions de défense des enjeux climatiques. On a souvent parlé de l'interaction entre ces deux thématiques. Qui dit réchauffement climatique ou phénomène météo extrême, dit tension sur l'accès aux ressources, que ce soit des ressources alimentaires, que ce soit des ressources en eau, dit phénomène migratoire, et donc développement de zones d'instabilité qui sont des terreaux propices au développement de groupes terroristes. Regardons ce qui se passe autour du lac Tchad avec Boko Haram. Donc le ministère des Armées, de son côté, prend évidemment toute sa part sur cette question climatique. Vous vous souvenez qu'on a déployé depuis plus d'une année une stratégie énergétique de défense. On travaille sur les biocarburants, on travaille sur les véhicules hybrides, on travaille sur la rénovation des bâtiments pour diminuer la consommation énergétique. Mais évidemment, la question climatique, c'est une question mondiale, et donc il y a un besoin d'embarquer la communauté internationale sur cette question. Et c'est ce que nous lançons, encore une fois, à l'initiative de la ministre. Cette déclaration sera signée vendredi, donc par une vingtaine de premiers pays signataires, et ce texte continuera à circuler pour recueillir d'autres signatures. Pour la Marine nationale, je vous signale les 15 et 16 novembre prochains, le conclave des chefs d'état-major de la Marine au Cercle national des armées. C'est une suite du symposium naval sur l'océan Indien, ce qu'on appelle IONS, Indian Ocean Naval Symposium. Nous aurons donc les délégations de 21 pays qui feront le déplacement à Paris, en présence du chef d'état-major de la Marine, l'amiral Vendier, qui présidera ce conclave. Donc l'objectif, c'est une réunion de travail qui débouche sur des prises de décision concrètes et établir un plan de marche pour les 2 ans à venir sur les questions maritimes autour de l'océan Indien. Je rappelle, dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, l'existence du Bleuet de France, qui est une association qui vise à soutenir les victimes de guerre, évidemment les soldats qui ont été blessés en opération extérieure, leurs enfants qui sont restés orphelins et donc des pupilles de la nation, les veuves de soldats tombés au combat, et également les victimes d'actes de terrorisme. Donc chaque année, plusieurs centaines de milliers d'euros sont consacrés à des aides pour les pupilles, pour les soldats blessés, pour leurs familles, pour le maintien à domicile des ressortissants les plus âgés en situation de dépendance et l'amélioration des conditions de séjour des anciens combattants dans les maisons de retraite. Je passe rapidement à l'agenda de Madame Parly pour la semaine prochaine. Je vous avais mentionné son envol dimanche pour le Dubai Air Show. Elle y sera donc dimanche et lundi. Ensuite, elle reviendra directement à Bruxelles pour assister au Conseil des affaires étrangères dans sa version défense à Bruxelles, lundi après-midi et mardi. Le lendemain, elle participera au Conseil restreint de défense et au Conseil des ministres, puis présidera un comité exécutif sur les questions numériques au sein de la DIRISI, donc la direction interarmée des systèmes d'information du ministère des Armées, au Kremlin-Bicêtre. Le lendemain, elle présidera un comité ministériel d'investissement, donc je suis le jeudi 18 novembre. Et enfin, le vendredi 19 novembre, elle présidera un conseil général de l'armement et à nouveau un comité ministériel d'investissement. Nous avons beaucoup de dossiers d'équipement à mettre sur les rails d'ici la fin de l'année. C'est la raison pour laquelle il y a un rythme élevé pour ces réunions importantes qui permettent à la ministre de lancer des acquisitions d'équipements. En l'absence de questions, je vais désormais respectueusement passer la parole au général Baptiste qui va nous parler de l'Ordre national de la libération. Merci encore, mon général. Bien, merci, Monsieur Grandjean. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour parler de l'Ordre de la libération? C'est parce que, bien évidemment, vous savez que
11 novembre, demain, il y aura la cérémonie de transfert du dernier compagnon au Mont-Valérien suivant la volonté du général de Gaulle. Alors, quelques dates, évidemment, qui ont marqué la vie de l'Ordre de la Libération. Tout d'abord, le 16 novembre 1940, création à Brazzaville, capitale de la France libre, de l'Ordre de la Libération. Ensuite, le 9 février 1943, création de la médaille de la Résistance française, deuxième distinction et dernière distinction créée par le général de Gaulle durant ce conflit. Il en confie les destinées et le travail de chancellerie à l'Ordre de la Libération. Ensuite, janvier 1946, le général de Gaulle prononce la forclusion de l'Ordre de la Libération, qui sera réouvert à 2 reprises. On verra si vous êtes intéressé à quelles sont ces reprises. Et puis, 9 novembre 1970, décès du général de Gaulle, donc fondateur et grand maître de l'Ordre de la Libération. C'est la raison pour laquelle hier j'étais à Colombey-les-Deux-Églises dans les cérémonies annuelles d'anniversaire de ce décès du général de Gaulle. L'Ordre de la Libération a la responsabilité avec les autorités de l'État, c'est-à-dire avec le préfet de la Haute-Marne, de cette journée de commémoration. Et le 12 octobre 2021, décès de M. Germain, dernier compagnon et ultime chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération. 10 novembre, aujourd'hui, M. Germain est sous le dôme des Invalides et demain, il fera son voyage vers le Mont-Valérien. Alors, concernant M. Germain, il a eu, comme tous les compagnons de la Libération, la même cérémonie le 15 octobre, ici aux Invalides, présidée par le général de Gaulle. Et ce jour-là, c'est bien M. Germain, compagnon de la Libération, sa vie, son œuvre, ses engagements que la nation a honorés. Aujourd'hui, si vous allez tout à l'heure sous le dôme, vous verrez que le cercueil est simplement recouvert d'un drapeau bleu-blanc-rouge et qu'il n'y a pas les décorations prestigieuses de M. Germain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est le dernier compagnon. Et le hasard, ce geste discret du ciel, a voulu que ce soit lui, ça aurait pu être un autre. Et c'est bien le dernier compagnon qui va entrer au Mont-Valérien, mais ce dernier compagnon va entrer avec ses 1037 compagnons que vous pouvez voir derrière vous. Et donc, symboliquement, c'est bien sûr le corps de M. Germain, mais symboliquement, c'est le dernier compagnon qui amène avec lui, selon la volonté du général de Gaulle, l'ensemble de ses compagnons. Alors, avant de parler de la cérémonie, si vous souhaitez quelques précisions sur cette cérémonie et les différents symboles de cette cérémonie, qu'a changé le départ de M. Germain le 12 octobre pour l'Ordre de la Libération? Essentiellement, que nous avons perdu ici notre autorité morale et notre ami. Mais ceci dit, l'Ordre de la Libération est un établissement public depuis 2012, depuis que 15 compagnons ne pouvaient pas physiquement se réunir pour le Conseil de l'Ordre. En 2012, l'Ordre de la Libération est devenu un établissement public sous tutelle du ministère de la Justice à l'époque et avec dans son Conseil de l'Ordre les derniers compagnons et les villes, les collectivités compagnons de la Libération. Ceci était un état transitoire et nous sommes maintenant arrivés à ce que souhaitait le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il y a plus de compagnons physiques, mais vous avez, et c'est très important, 23 collectivités compagnons de la Libération. Ces 23 collectivités compagnons de la Libération se décomposent en 5 communes, qui sont Nantes, Vassian-Vercors, Île-de-Sein, Grenoble et Paris, et en 18 collectivités militaires, compagnons de la Libération, 9 de l'armée de terre, 6 de l'armée de l'air et 3 de la Marine nationale. Vous trouverez le détail dans les plaquettes de présentation que nous vous avons données. Alors,
quel est le rôle de ces 23 collectivités? Eh bien, ça va être de prolonger et de soutenir l'action de la Chancellerie de l'Ordre de la Libération en tant qu'établissement public. Cet établissement public a évolué dans le cadre de la loi de programmation militaire du 13 juillet, promulguée le 13 juillet 2018. Il y a eu ce qu'on appelle un cavalier législatif qui a fait évoluer cet établissement public. Il est passé, durant cette période, sous tutelle du ministère des Armées, du ministère de la Justice et du ministère des Armées. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux logiques. La première logique, c'est que c'est le ministère des Armées, en particulier avec sa ministre déléguée, Mme Darrieussecq, qui est en charge de mettre en œuvre, non pas la politique mémorielle du ministère des Armées, mais la politique mémorielle du gouvernement. Donc, il était, si c'était au ministère de la Justice avant, c'était pour des raisons historiques, garde des Sceaux actuels et ainsi de suite, mais il était plus normal que cet établissement s'inscrive sous une tutelle qui était en charge de la politique mémorielle du gouvernement. Deuxièmement, parce qu'il y avait aussi une logique de site, le site des Invalides. Le site des Invalides, vous avez plusieurs établissements publics. Vous avez l'Office national des anciens combattants victimes de guerre. Vous avez l'Institution nationale des Invalides. Vous avez le paquebot de l'histoire militaire française, qui est le musée de l'armée. Il y a maintenant également l'établissement public Ordre de la Libération. Ce qui faisait sens, pourquoi? Parce que là, nous pouvons faire, dans le fonctionnement de nos établissements publics, des coordinations et je dirais, des actions qui permettent d'économiser l'argent public, puisque chacun de ces établissements publics reçoit une charge pour subvention de travail public et nous pouvons, par exemple, tout simplement, puisque vous êtes ici au sein de la Chancellerie, plus particulièrement au sein de son musée, tout ce qui est service de gardiennage, nettoyage, ainsi de suite, nous faisons un seul appel d'offres et plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons faire des économies d'échelle. Donc, pour ces différentes raisons, l'établissement public est passé sous tutelle du ministère des Armées en juillet 2018, mais il a étendu son conseil d'administration. Car, si vous voulez, il y avait une anomalie. Il y avait une anomalie dans le sens que ce conseil de l'ordre ne représentait pas la configuration exacte de l'ordre de la Libération, puisque, par exemple, les armées n'étaient pas représentées dans ce conseil. Or, vous voyez bien qu'actuellement, il y a 18 collectivités militaires pour 5 collectivités civiles. Et ce qui avait présidé à ça, sûrement, c'est toujours difficile à savoir, mais c'était dans la réflexion des compagnons. Ils pensaient que peut-être ces unités militaires auraient pu être dissoutes, alors que les communes ne peuvent pas être dissoutes. Mais tout ça a évolué parce que ces réflexions ont été menées dans les années 90, voyez, parce que le fait qu'en 2012 ça soit passé comme ça s'est passé, eh bien c'est une loi de 99 et donc réfléchie dans les années 90. L'eau a coulé sous le pont et bien évidemment l'État s'est aperçu qu'ici c'était un outil régalien, qu'il devait rester régalien et qu'il devait correspondre à la volonté et à la réalité de l'ordre de la Libération. C'est pour ça que nous n'avons pas fait rentrer au Conseil de l'ordre les 18 chefs de corps des 18 unités militaires, parce que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens, et surtout, les chefs de corps, vous savez, restent 2 ans en place. Mais nous avons donc, enfin nous, le président de la République, a décidé, bien évidemment, de faire rentrer les 3 chefs d'état-major, chacun représentant qui pour l'armée de terre 9 collectivités militaires, qui pour l'armée de l'air 6 et qui pour le chef d'état-major de la marine 3. Et puis, j'ai souhaité également qu'on étende, j'ai proposé, qu'on étende à des personnes qualifiées. Parce que je pense toujours qu'on est plus intelligent à plusieurs que seul
et qu'il s'agit que l'ordre ne soit ni isolant ni isolé. Et donc, j'ai proposé que rentre au conseil d'administration, tout d'abord, l'État. L'État parce que c'est l'État qui finance. Et quand l'État finance, il a le droit d'avoir son mot à dire sur la politique mémorielle. C'était une anomalie d'ailleurs qu'il y ait un établissement public sans un représentant de l'État. C'est une anomalie qui était sûrement parce que l'ordre de libération, c'est l'ordre de libération, mais il faut quand même mettre de l'orthodoxie dans les choses. Et donc, la secrétaire générale pour l'administration, Madame Seurat, représente l'État au sein de ce Conseil de l'Ordre, et ses services nous aident, son service juridique, ses services financiers, à construire un budget. Et le contrôleur budgétaire du ministère de la Défense, c'est-à-dire l'homme de Bercy détaché au sein du ministère des Armées, vérifie, lorsque nous avons un conseil d'administration, vérifie sur les affaires financières que nous soyons bien orthodoxes dans l'emploi des fonds, et les services du ministère des Armées vérifient que nos projets de budget soient sincères. Voilà. Parce que, par exemple, la façon de faire un budget et de le diriger n'a rien à voir, par exemple, avec le budget d'une ville. Vous voyez, voilà. Donc, ce sont des choses très précises. Il s'agissait de mettre des choses, je dirais, des garde-fous dans cette maison qui prenait un nouvel envol. Et puis, j'ai souhaité que, par exemple, il est avec nous ici, si vous voulez en parler avec lui tout à l'heure, que le président de l'Association des familles de compagnons de la Libération fasse partie de ce Conseil de l'Ordre. Cette association est extrêmement active, surtout territorialement, avec plus de 60 délégués départementaux et souvent à l'origine d'actions que nous menons. Soit nous avons une idée ici, ils nous aident à la mener dans les départements considérés, soit le contraire. J'ai souhaité également que le président de la Société des Amis du Musée de l'Ordre fasse partie de ce Conseil de l'Ordre. Nous avons créé un conseil scientifique de spécialistes reconnus de cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons essayé de ne pas faire de nombrilisme, c'est-à-dire que dans ce conseil, il y a également un spécialiste allemand et un spécialiste anglais de cette période, de manière à avoir un regard, si vous voulez, plus global, plus général, sur ce que nous racontons. Et donc la présidente de ce conseil scientifique est également administratrice. Et puis, le président de la République, lorsqu'il m'a reçu en août 2017 pour me donner ma feuille de route, a souhaité que nous sortions un peu de l'ombre des géants de la médaille de la Résistance française. Vous savez, j'ai passé de nombreuses années en Afrique, il y a un vieux dicton africain qui dit qu'à l'ombre des baobabs, rien ne pousse. Alors, ça a été un peu le cas ici, où les médaillés de la Résistance française, à l'ombre de ces géants que sont les compagnons, sont restés un peu dans l'ombre portée de ces géants. Et j'ai donc reçu la mission de sortir ces 65 000 médailles de résistance, dont près de 40% en titre posthume. Ce n'est pas une médaille en chocolat. Vous pourrez visiter ici quelques cas de médaillés qui ont été guillotinés dans les cours allemandes en 42, 43, 44, dont une jeune femme qui me vient à l'esprit, seule dans sa prison de Berlin, guillotinée, vous voyez. Elle n'est que, entre guillemets, médaillée de la résistance française, bien sûr, sera faite Légion d'honneur à titre posthume. Donc, il y a 18 communes et collectivités, 18 communes médaillées de résistance française, et une association, et la présidente... alors, ce sont des communes très territoriales. C'est ça qui est très intéressant. Ça fait un maillage territorial de notre pays. La présidente de cette association, qui est pour l'année 2021 la maire de Pouganou, bourgade de Haute-Normandie, et également administrateur de Bretagne, pardon. Finistère Nord. Finistère Nord. Vous avez raison, Bretagne. Et d'autant plus que l'année dernière, la cérémonie de passation de drapeau s'est faite là-bas et que nous avons été magnifiquement reçus par cette commune. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Vladimir, sur quelqu'un dans nos conseils d'administration? Voilà, donc vous avez vu que
2017, j'arrive dans cette maison. Je suis le premier à ne pas être un compagnon de la libération à la tête de cette maison. Vous en doutez bien, ou alors j'aurais eu un sérieux lifting. Et donc, arrivant ici, premier, je regarde et je discute avec les compagnons. Et les compagnons, vous savez, ils avaient très peu d'ego. Ils étaient tous, à l'époque, nonagénaires en 2017. Il en restait 14, dont 13 qui étaient avec nous, un 14e qui n'était plus vraiment avec nous. Et je me suis imprégné de ce dont ils voulaient et surtout de ce dont ils ne voulaient pas pour l'avenir de l'ordre. Et tous, finalement, souhaitaient la pérennité de l'ordre. Face au désordre du monde et aux fracturations de notre société, ils pensaient que leur exemple pouvait servir de source d'inspiration à la jeunesse française. Donc, ils m'ont demandé de labourer sérieusement vers la jeunesse française. Nous avons décidé, avec le directeur scientifique qui est là, que notre cible prioritaire était les classes de 3e, c'est-à-dire à un moment donné où on commence à avoir une colonne vertébrale citoyenne. J'ai proposé au président de la République que cette maison se transforme en centre de citoyenneté avec une dénomination qu'il a acceptée, c'était devenir une boussole de citoyenneté. La boussole, c'est celle qui, dans votre vie, vous donne le cap, le nord, et quand dans les vicissitudes de la vie, vous vous éloignez du nord, ça vous permet de revenir sur le cap de l'essentiel de votre vie de citoyen. Et les compagnons ont souhaité que ça soit une mémoire appliquée. Vous savez, ici, quand je suis arrivé, j'ai donné plusieurs citations à mon équipe, dont l'une des citations était celle-ci, celle d'Élie Wiesel, qui disait « Le bourreau tue toujours 2 fois, virgule, la 2e fois par l'oubli. » Donc, nous n'avons pas le droit de tuer une 2e fois par l'oubli ceux, assez rares, 1038 compagnons sur une population de 40 millions de Français de l'époque, ceux qui se sont levés, nous n'avons pas le droit. Si nous souhaitons une société morale, être une société morale, c'est plus facile de vivre dans les sociétés morales. Vous savez que vous avez plein de sociétés qui ne sont pas morales dans le monde. Vous prenez certains pays comme le Venezuela, comme Haïti actuellement, comme la Colombie, ce sont des sociétés qui tournent, mais dont la moralité n'est pas le pivot de leur vie. Et ce n'est pas facile pour les citoyens normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas des, comme dirait ma chère maman décédée, des malfaisants, de vivre dans ces sociétés. Donc nous devons être moraux, c'est mieux. C'est tout à fait important et c'est tout à fait insuffisant concernant les mémoires. Je leur avais donné une 2e phrase, c'est une phrase de Tocqueville qui disait qu'en démocratie, chaque génération est un peuple nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, que si les leçons durement apprises par une génération ne servent pas aux générations suivantes, sauf si ceux qui ont des tempes clairsemées et grises comme moi ont la volonté de transmettre, et si ceux qui ont des tempes fournies ont la volonté d'écouter, alors là, on peut briser cette malédiction qui fait que il n'y a pas cette transmission. Vous voyez ? Donc, ayant parlé de tout cela avec les compagnons, ayant pris leur avis, et il y en a 5-6 parmi eux qui étaient extrêmement dans le futur. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, quand vous discutez avec des gens qui ont 95, 96, 97 ans, on pourrait penser qu'au terme d'une vie, ou pratiquement d'une terme bien remplie, ils aspirent au repos, point. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République de confier une mission nouvelle à l'Ordre de la Libération, car les missions qui existaient pour cet établissement public paraissaient, dans le cadre des volontés des compagnons, un peu courtes. C'est-à-dire que c'était, vous les avez dans les documents que je vous ai donnés, les missions, mais c'était essentiellement, à part organiser les cérémonies des 18 juin et 9 novembre à Colombey et 18 juin à Mont-Valérien, c'était porter la mémoire des compagnons, et puis s'assurer que le musée qui était ici puisse fonctionner correctement. Là, j'ai donc demandé au président de la République une nouvelle mission qui serait une mission encadrante et de la mémoire appliquée. Et cette mission, ça a été de participer à conforter ou à éveiller chez
à éveiller chez nos jeunes concitoyens ou à conforter pour les plus anciens, à ancrer l'esprit de défense chez chacun de nos concitoyens. L'esprit de défense, c'est bien évidemment, ça ne s'agit pas d'être en armes pour éviter qu'une armée étrangère vienne fouler le sol de notre patrie. Vous savez bien que dans les scénarios stratégiques, ce n'est pas à l'horizon de quelques décennies, il n'y a pas ce genre encore de nouveau, ce genre de menace. Peut-être qu'un jour on verra, mais c'est l'esprit de défense sur qu'est-ce que nous voulons défendre, nos valeurs démocratiques, la République, les choses comme ça. Et vous savez que par exemple le terrorisme ne cherche pas à s'emparer de notre sol national, mais cherche à s'emparer de nos esprits pour les terroriser, pour nous soumettre. Voilà. Donc, dans cette loi de programmation militaire apparaît cette nouvelle mission, qui est une mission encadrante, qui est une mission, je dirais, de mémoire appliquée avec une finalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain, puisque le président de la République va prendre la parole? Il va annoncer un certain nombre de choses qui ne m'appartient pas de vous dire aujourd'hui, mais on va se placer dans la pérennité de l'ordre de la libération et vous verrez que non seulement nous allons continuer à exister, mais que je pastiche souvent le titre d'un livre de Lyautey qui marque toujours les jeunes officiers, dont je fus, c'est « Du rôle social de l'officier ». Eh bien, ici, vous verrez que le rôle social, l'utilité sociale de l'ordre de la libération va être affirmée par le président de la République. Donc je vous renvoie à son discours demain, qui verra la confirmation et l'étendue de nos missions et son rôle à lui, président de la République, dans cette affaire. Les cérémonies. J'ai été nommé par un président de la République et j'ai été prolongé, reconfirmé par un nouveau mandat par le président de la République actuelle. Quand j'ai rencontré le président de la République actuelle, donc en août 2017, il était élu depuis quelques semaines, ça montre l'importance qu'il a notée, qu'il a pour l'ordre de la libération. Nous nous sommes entretenus et je l'ai informé qu'il restait 14 compagnons en vie. Je lui ai rappelé, mais à vrai dire, je ne lui ai pas appris grand-chose. C'était un peu frustrant pour moi, parce que quand je commençais une phrase dans son bureau, il l'a terminée. Sauf sur un point que je vous dirai tout à l'heure, vous me le rappellerez. Je lui ai donc rappelé qu'il avait 14 en vie, et la phrase du général de Gaulle. Et la question était de savoir si quelque chose avait été prévu par le général de Gaulle sur ce cérémonie de transfert. Le général de Gaulle, d'ailleurs, ne s'est pas prononcé sur l'avenir de l'ordre et ne s'est pas prononcé sur cette cérémonie. Sur l'avenir de l'ordre, je vais juste vous faire lever la tête. Comme ça. Lever la tête vers où? Vers finalement, dans 19 ans, il y aura le centenaire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors quand j'ai eu cette conversation avec les différentes autorités de l'État, je leur disais dans 21 ans ou dans 22 ans. C'est quoi un centenaire? Vous avez vécu, nous avons tous vécu, j'étais à l'époque directeur du musée de l'armée, et on a vu l'importance du centenaire de la Première Guerre mondiale, où toutes les familles ont été dans les greniers, ont ouvert les malles, où les centres des archives départementaux ont été assaillis de souvenirs. Enfin bref, il y a eu quelque chose de fort. En 2040, 2041, 2042, 2043, ça sera, au début de ce centenaire, quelque chose de beaucoup plus difficile. Car il faudra, sans se flageller, mais expliquer aux jeunes, expliquer à nos concitoyens pourquoi il y a eu cet écroulement total, militaire, politique, moral, social, de la France. Il y a des raisons. Il y a des raisons, il s'agira de les analyser, de savoir si nous faisons en sorte que ces raisons ne se renouvellent pas. Mais, si vous voulez, ça sera quand même un départ de centenaire difficile. Et vous aurez bien sûr toujours des gens qui voudront, les différents déclinistes et autres, nous rappeler, nous dire que nous sommes vraiment un peuple qui ne mérite pas de considération, puisque nous avons vécu tout ça. Et on rappellera que dans ce tunnel noir ou éblouissant, M. Trouplin, notre directeur scientifique, me disait que Joseph Kessel
avait dit une phrase assez saisissante, qu'en juin 40, les Français avaient été éblouis par leur malheur. Quand vous êtes éblouis, vous n'y voyez plus rien. D'accord ? Soleil couchant, vous roulez, soleil couchant vers l'ouest, vous êtes éblouis. Voilà. Donc, il y a, et c'est l'importance, pour ça, je ne sais pas, le général de Gaulle ne s'est pas prononcé sur la durée de l'ordre de la libération, ainsi de suite. Il ne durera pas tout le temps. Au fur et à mesure que les années passent, les choses s'enfoncent dans l'ombre de l'histoire et une nouvelle histoire se crée. Mais on peut peut-être penser que jusqu'à ce centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, on a besoin de rappeler aux Français que dans cette nuit noire, dans ce tunnel sombre, il y avait une lumière d'espoir allumée par le général de Gaulle, que cette lumière se serait vite éteinte si un certain nombre ne l'avait pas rejoint et avait porté la lumière, la flamme de l'espoir. Les critères pour être compagnon de la libération sont multiples, mais il y en a un qui est certain, c'est la primauté de l'engagement. Parmi les 1038 compagnons qui sont là et là, Monsieur Trouplin, vous me corrigerez, parce que c'est que je ne suis jamais très fort sur les chiffres exacts. Ce qui m'intéresse, ce sont les tendances, comme on dirait. 75% sont... 78% sont dans la lutte armée avant décembre 40. Or, je rappelle la situation avant décembre 40. Le Grand Est, il y a le pacte germano-soviétique, rien à attendre. À l'Ouest, les États-Unis viennent de réaffirmer leur neutralité. À part un effort de guerre industrielle, rien à attendre. La campagne de France vient d'être un désastre. Probablement que dans un deuxième épisode, la campagne d'Angleterre sera un désastre, et probablement qu'un ordre nazi, allemand et fasciste italien va s'imposer sur la France et sur l'Europe pour 1, 2, 3 décennies. Probablement. Vous voyez ? Donc, il fallait quand même avoir des convictions profondes pour dire non. Les Israéliens disent que les compagnons de libération sont les tenants du non intransigeant. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas, même pas, à savoir si ils ont une chance de gagner. Elle est ténue en juin 40, même si le général de Gaulle, un visionnaire, leur dit qu'il faut y aller. Ils ne cherchent même pas à savoir s'ils ont une chance de sortir, c'est non. 78% des 1038 avant décembre 40, c'est-à-dire dans le plus noir du noir. Et si je vous dis, M. Trouplin, si j'ai 92% avant, bon, vous noterez que ça rentre. Si je vous dis que 92% de ces 1038 sont engagés dans la lutte armée avant décembre 41. Alors évidemment, en 41, il y a le basculement avec l'opération Barbarossa et la guerre entre les Allemands et les Russes. Début décembre, il va avoir l'entrée en guerre des États-Unis, mais c'est avant 92%. Vous notez que les raisons sont diverses, mais il y en a une, malgré tout, qui est une ligne, un fil continu, c'est la primauté de l'engagement. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut penser, en tout cas j'ai plaidé dans ce sens auprès des plus hautes autorités de l'État, que la pérennisation de l'ordre de la libération, son utilité, auprès de la jeunesse de France, volonté des compagnons, ça y est, c'est en place, c'est fait, nous développons. En particulier, si vous voulez, le président de la République m'a rappelé que j'avais le titre de délégué national. C'est-à-dire que l'ordre n'était pas un ordre germano-pratin et que nous ne nous recroquevillions pas sur les Invalides et la région parisienne. Donc, nous avons lancé, qui a été un peu ralenti pendant les 18 mois de Covid, mais nous avons lancé une politique ici de territorialisation de ceci et nous passons des conventions avec des communes, plus de 40 à ce jour, où en gros, les communes nous disent « nous sommes très intéressés pour nos enfants par l'ordre de la libération ». L'ordre de la libération leur dit « mais nous sommes très, très intéressés par les enfants de votre commune ». Et il y a des échanges. L'équipe scientifique de M. Trouplin fournit, grâce d'ailleurs à Internet, ainsi de suite, un certain nombre de soutiens pédagogiques. Et puis,
Nous accueillons ici également les conseillers municipaux jeunes, les scolaires de ces différentes communes. Et puis, si je vous dis que tous les compagnons de la Libération sont issus de tous les départements français, sauf un, hasard de l'histoire, ça veut dire que dans chaque département dorment sous une couche de poussière historique des compagnons. Et donc, notre travail avec les maires, avec les élus, avec les présidents de département, avec les rectorats, c'est de réveiller ces héros locaux. Et on peut faire du cœur à cœur. Parce que du cœur à cœur de proximité, il a été dans le même lycée, il a vécu dans ta même rue, il a parfois été dans le même club de foot. Enfin, c'est toi, 80 ans plus tôt. Et ça marche très bien. Et puis si je vous dis qu'en plus, un certain nombre de compagnons avaient 12, 13, 14 ans en 1940 et qu'on couple tout ça, ça marche très très bien. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs du fait d'être passé sous tutelle du ministère des Armées que nous avons pu optimiser cette volonté d'être présent sur tous les territoires. Cette volonté d'ailleurs, cet ordre que j'ai reçu, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est parce que le ministère des Armées, à travers l'Office national des anciens combattants, à 100 délégués départementaux de l'ONAC dans les départements. Ils connaissent parfaitement le paysage mémoriel de leur département. Ils connaissent tous les acteurs. Et je peux m'appuyer sur eux. Et je m'appuie sur eux. En plus de m'appuyer sur les délégués départementaux de l'Association des familles de compagnons. Et le ministère de la Défense a également des délégués militaires départementaux dans tous les départements, c'est-à-dire qui sont sous l'autorité fonctionnelle des préfets. Mais quand j'ai besoin de monter une cérémonie ou des choses comme ça, je m'appuie sur eux. Vous voyez, ici, nous sommes, en fait, ici, retenez bien que nous sommes 15. Nous coûtons pas cher et nous faisons gros. Vous voyez? Oui, madame. Bien sûr. Alors, parlez fort parce qu'on n'est pas, on n'est plus comme sous Napoléon, général à 24 ans, donc bon. Oui, Daphné Benoît de l'agence France-Presse. Une petite question par rapport à ce lien fort que vous ambitionnez de créer avec la jeunesse. Est-ce que l'Ordre de la Libération a un rôle à jouer ou est-ce qu'il est prévu un partenariat particulier avec le dispositif du SNU? Alors, je n'ai pas provoqué en secret cette question, mais je l'aurais abordée parce que, je le dis parce que j'ai également ici Madame Loison, qui est secrétaire générale de l'Ordre de la Libération. Je signale d'ailleurs que sur les 15 que nous sommes, 50% sont des femmes et que la moyenne d'âge est de moins de 40 ans. Vous voyez que ce n'est pas une histoire d'un club de vieux barbons ici. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous avons réfléchi avec Mme Loison et M. Trouplein quelles étaient nos capacités d'action. Alors la capacité, c'est une capacité humaine et une capacité financière. J'ai donc été chercher des mécénats qui nous permettent d'en faire plus. Je dis bien, la tutelle du ministère des Armées a abondé de 30% de plus le budget de l'ordre d'avant. Vous voyez, donc il y avait déjà un effort du ministère des Armées, mais nous en avons cherché. Pourquoi? Parce que nous souhaitons répondre aux différents besoins ou à ceux qui viennent vers nous. Et le SNU, oui. Nous avons été en contact ici avec les 800 jeunes de l'Île-de-France, de SNU Île-de-France, l'année dernière. Ils sont tous venus ici par groupe de 20 à 25, et ils ont tous été reçus par l'équipe de M. Trouplein, les médiatrices, ici. Et puis, j'ai été mis devant eux, devant tous ces jeunes, pour un débat. C'est passionnant d'ailleurs. Donc oui, SNU, oui. Ils viennent ici, moi je vais chez eux, et ils sont extrêmement intéressés par ces exemples, si vous voulez. Souvent, ce sont des jeunes au SNU, les volontaires. Alors bien, ça deviendra peut-être obligatoire, mais les volontaires sont ceux qui cherchent plusieurs choses. Premièrement, à se situer dans la société. Deuxièmement, éventuellement, savoir ce qu'ils feront plus tard. Et troisièmement, à savoir ce que c'est qu'une nation dans laquelle ils pourraient être utiles. Voilà. Et bien là, ici, ils ont des réponses. Donc, c'est oui. Mais nous allons plus loin. Nous allons ici sur les acteurs du champ social. Alors, dans le cadre de nos moyens, mais enfin, on essaie de répondre. C'est quoi les acteurs du cadre social?
D'ailleurs, les médiatrices ont reçu une formation spéciale parce que ces acteurs du champ social ont une lexicologie qui est assez pauvre. Ici, je parle, je code, vous m'entendez, vous décodez. D'accord ? Si on a sur des familles monoparentales issues d'une immigration récente, il y a un certain nombre de mots, de phrases qui ne sont pas accessibles, qui le deviendront, mais pour l'instant qui ne sont pas accessibles. Donc il y a eu une formation spéciale et nous allons sur ce genre de choses. Nous allons également sur la réinsertion des gens qui sortent de prison pour leur dire, tu as fait le couillon, tu as payé, maintenant tu te réinsères dans la société. Et tous les compagnons n'étaient pas des anges, hein. D'accord ? Voilà. Donc oui, au-delà de la jeunesse, nous essayons d'avoir le rôle social de l'Ordre de la Libération à travers 1038 possibilités d'inspiration. Et j'ajoute avec des figures de médaillés de la Résistance absolument remarquables. Voilà. Alors, chère madame, avec votre question, vous m'avez fait perdre le fil de mon développement, mais ça ne fait rien. Où en étais-je pour savoir si vous écoutez ? Sur les cérémonies. Alors, sur les cérémonies, donc, je disais que sur la durée, le général de Gaulle n'avait rien prévu. Hein. Il pensait d'ailleurs, il y a une phrase qui est intéressante, il pensait qu'éventuellement, avec la disparition du dernier compagnon, disparaîtrait peut-être l'Ordre de la Libération. Il a dit ceci, de mémoire, ça doit être à peu près exact. Si les individus sont appelés à disparaître, les collectivités compagnons, par exemple la ville de Paris, seront appelés à dire ce qu'était l'Ordre de la Libération. Vous voyez qu'ils se mettaient dans la situation, les compagnons physiques disparaissent, l'Ordre disparaît, et donc il restait quoi, les 23 collectivités, chacune devrait se débrouiller pour un peu rappeler ce que c'était. Vous voyez qu'on n'est pas du tout, mais pas du tout dans ce schéma, puisque l'Ordre existe, et que le président de la République fera des annonces demain fortes. Donc on n'est pas dans ce schéma. Après, sur les cérémonies, parce que je digresse, mais je reviens sur les cérémonies. Quand il m'a été demandé de proposer quelque chose, je me suis dit que l'idéal, pour éviter qu'il y ait 50 000 personnes, qu'il y ait 50 000 avis, j'allais voir ce qu'avait fait le général de Gaulle les 10 et 11 novembre 1945, quand il décide de la rentrée au Mont-Valérien, non pas dans le monument actuel, mais dans un monument transitoire, des 15 premiers. Vous savez que le 16e, Edmond Gretten, officier français fusillé par les Japonais, arrivera plus tard. On vous a donné dans les documents qui est au Mont-Valérien. Hein, comme ça, vous aurez une exacte. Je signale entre parenthèses qu'il y a 2 ans, au moment où des écoles de pensée qui souhaitent déstructurer notre société avaient fait monter la mayonnaise sur le fait que nous étions une société raciste, et essentiellement raciste et que raciste. Le 18 juin 2000, il y a 2 ans, c'était 2019. Je rentre donc, comme chaque 18 juin, dans la crypte avec le président, et je me permets d'appeler son attention sur le fait que parmi les 16 qui sont là, il y a un Marocain, il y a un Tunisien, il y a un Tchadien et il y a un Burkinabé. Vous conviendrez que quand on fait un bâtiment mémoriel sur ceux qui sont tombés pour la France, un quart de soldats de l'ex-empire, c'est pas si mal que ça. D'accord. Voilà. Donc, je me retourne sur ce qu'a fait le président, le général de Gaulle à ce moment-là, et je vois que le 10 novembre 1945, il fait converger, c'est plein de symboles, il fait converger depuis les différentes villes de Paris, les différentes portes de ville de Paris, il fait converger ces 15 personnes vers le Dôme des Invalides, où elles seront toute la journée exposées et le public pourra venir se recueillir. Alors, pourquoi ? Parce que, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais souvent, le Dôme des Invalides est nommé le Panthéon des gloires militaires. Et le général de Gaulle, qui était féru d'histoire, vous verrez dans la dernière page du petit document qu'on vous a donné, pourquoi le général de Gaulle installe en 1965 l'Ordre de la Libération aux Invalides. Hein. Mais il était féru d'histoire, il venait souvent avec son père qui était professeur d'histoire ici, il habitait dans le quartier.
il sait que sous le dôme, vous avez finalement la France éternelle de ceux qui ont porté les armes de la France sous les 3 régimes qu'a connus la France, l'Ancien Régime, les 2 empires, les 5 républiques. Vous avez les maréchaux Vauban et Turenne pour l'Ancien Régime, vous avez Napoléon pour les 2 empires, et vous avez Foch et Lyautey, les maréchaux Foch et Lyautey pour les républiques. Donc en mettant ces combattants tombés pour la liberté de la France et pour l'honneur retrouvé de la France, ici, il souhaitait symboliquement les mettre avec ceux qui ont porté les armes de la France, civiles ou militaires d'ailleurs, hein, pour la défense de la patrie. Donc j'ai proposé que nous faisions la même chose, et j'ai proposé finalement quelque chose d'assez simple. J'étais sûr que personne ne viendrait me titiller quand vous dites « le général a fait ça », vous êtes assuré qu'en règle générale, les gens trouvent que ce n'était pas si mal que ça. Donc j'ai proposé que nous décalquions ou que nous faisions une symétrie avec les cérémonies des 10 et 11 novembre 1945, car le lendemain, les 15 corps seront mis sur des prolonges d'artillerie tirées à l'époque par des chevaux et remonteront les Champs-Élysées, le général de Gaulle les attendant en haut des Champs-Élysées, et ils seront mis tout autour de l'arc, les 15. Pourquoi? Parce que le général affirmait très souvent que les 2 guerres mondiales n'étaient qu'une seule et unique guerre de 30 ans, le suicide collectif de l'Europe, et il souhaitait donc que, c'est très intéressant, dans les archives ou dans les écrits, souvent il ne dit pas le soldat inconnu, mais comme pour lui donner de la chair, il dit l'inconnu. Et donc il souhaitait que ces 15 corps soient avec l'inconnu avant de rejoindre le Mont Valérien dans une forme de communion symbolique de cette chose-là. Eh bien, demain, M. Germain remontera les Champs-Élysées, sera mis à terre dans le prolongement de l'inconnu. Voyez. Et vous savez que les cérémonies des 8 mai et 11 novembre, c'est ce qu'on appelle des cérémonies muettes. Il n'y a pas de discours. J'ai proposé que, de même que le général de Gaulle avait pris la parole pour dire tout le symbole de cette translation en 1945, que le président de la République, à l'endroit exact où le général de Gaulle a pris la parole en 1945, prenne la parole pour dire ce qu'il souhaite pour l'ordre de la libération, ce qui sera fait. Alors, nous n'allons pas mettre M. Germain sur une prolonge artillerie, mais sur un char AMX-10 CRC détourulé. D'ailleurs, certains ont pensé que ce serait peut-être bien de le mettre sur un char d'époque. J'ai souhaité qu'il soit sur un char qui combatte avec nos soldats aujourd'hui. Car il n'y a pas de rupture entre les combattants. C'est chacun se passe le flambeau, et le fait d'être sur un char qui combat avec nos soldats aujourd'hui montre bien que les combattants d'hier parrainent, soutiennent, sont prolongés par les soldats d'aujourd'hui. Et comme vous savez que le 11 novembre est depuis quelques années non seulement la fête de l'armistice, enfin pas la fête, la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, mais est devenue la cérémonie où on rend hommage aux morts, et en particulier aux morts de l'année entre le 11 novembre et le 11 novembre, il me semblait fort que ça soit également rendu à travers ce char qui combat aujourd'hui aux familles endeuillées qui seront à l'Arc de Triomphe demain. D'ailleurs, dans la cérémonie du 11 novembre, chaque année, avant la sonnerie aux morts, est énoncé le nom des soldats tombés dans l'année. Ça sera le cas, et nous avons pensé que ce serait bien, après 2 ou 3 secondes de silence, d'énoncer le nom d'Hubert Germain, mort dans l'année lui aussi. Là aussi, pour montrer, pour tous ceux qui veulent essayer de nous convaincre que les sociétés vont de rupture en rupture, pour bien rappeler que de tout temps, des gens ont versé leur sang pour cette nation. Voilà. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de symboles. Monsieur Germain était totalement désinhibé devant la mort. Hein, je le voyais tous les jours, les dernières semaines, et tous ces derniers mois, je le voyais tous les 2 jours, et soit le samedi, soit le dimanche. Petite anecdote, d'ailleurs, tous ces mois d'hiver, il mangeait plus beaucoup, ça passait plus beaucoup, mais il adorait les huîtres. Et donc il me disait, je mangerais bien des huîtres. Et moi je lui disais, mais vous êtes institution nationale des Invalides, les huîtres c'est plein de bactéries,
je vais être accusé d'un meurtre prémédité. Il m'a dit, écoutez, j'ai survécu à tout ça, faites-moi plaisir. Et donc, en catimini, en cachette, je peux le dire maintenant, je lui ai apporté chaque dimanche soir 6 huîtres ouvertes, un petit verre de muscadet, et nous devisions. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que j'ai beaucoup de peine, parce qu'au fur et à mesure... Vous savez, quand M. Germain parlait France, il ne rigolait pas. Quand il parlait hors de la Libération et Avenir, il ne rigolait pas. Quand j'ai été nommé ici, il m'a dit, après, que j'étais sous observation pendant 18 mois, avant qu'il ne m'accorde sa confiance. Il me l'a dit après. Mais je sais depuis qu'il a demandé à plusieurs personnes, qu'est-ce que vous pensez de ce général Baptiste, là? Vous voyez, hein. Mais après qu'on ait que ces 18 mois, nous avons, au fil du temps, noué des liens d'amitié respectueux de mon côté, mais sincères. Et si vous voulez, je reprends la phrase, le hasard, ce geste discret du ciel, fait que finalement, parmi les compagnons que nous avons connus, et M. Trouplin ici, qui est un vieux de la vieille de la maison, on a connu 250, ce hasard fait que la typologie de l'homme, qu'il soit le dernier, correspond à peu près à l'imaginaire du grand public de ce qu'est un compagnon de la Libération. Par son physique, un physique impressionnant, 1m92, presque comme le patron, par sa façon de s'exprimer. Il a beaucoup impressionné toutes les autorités qui l'ont côtoyé. Un certain nombre d'autorités, sans que vous ayez été au courant, sont venues dans les 6 derniers mois, 5 fois, 6 fois le voir, et pas 2 minutes, longtemps, 1 heure, 1 heure et demie, dans les plus hautes autorités de l'État. Le président de la République a eu plusieurs entretiens avec lui, qui ne sont pas apparus dans les journaux, parce qu'il leur disait des choses profondes de son expérience d'homme de 101 ans, d'homme qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, d'homme qui a eu aussi un parcours ministériel avec le général de Gaulle et M. Pompidou. Vous voyez, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui correspond assez, finalement, à l'image qu'on peut avoir d'un compagnon de la Libération. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais, mais si vous me le rappelez, peut-être que je continuerai. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions maintenant. Oui. Je n'entends rien, cher monsieur, je suis sourd, j'ai tiré au canon. Je vais parler fort avec une voix qui porte. Patrick Sauce de BFM TV. Juste une petite précision sur le char, puisque vous étiez à des considérations plus matérielles jusque-là. Vous avez parlé de la symbolique du combat d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre volonté, ou est-ce simplement une tournure d'esprit, nous, de voir dans ce char avec un cercueil dessus, le char qui est sorti de la Boissière en 1970, avec le cercueil dessus de Général de Gaulle? Ça n'était pas un AMX-10, mais puisqu'on va chercher des symboles toute la journée, est-ce que c'en est un aussi? Alors, vous avez tout à fait raison, monsieur. 2 images se sont imposées. Celle du Général de Gaulle sortant de la Boisserie pour aller vers l'église de Colombey, qui était sur un EBR, un engin blindé à roues. Et puis, il y avait une autre image que vous retrouverez d'ailleurs sur Internet. C'est celle d'un autre compagnon de la Libération, le général Leclerc, qui meurt en Algérie, si je me rappelle bien, en 1947. Et la 4e République va lui faire des funérailles nationales. Et vous verrez que lui aussi est mis sur un char à chenilles. Et il va remonter les Champs-Élysées. Il y a une photo d'ailleurs assez étonnante de ce char à 3 mètres de la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Vous voyez ? Donc évidemment, oui, qu'il y a des symboles comme ça qui ne sont pas neutres et qui rappellent ceci. Oui. Je rappelle d'ailleurs, quand vous savez, un scénariste, c'est assez facile, on écrit, mais après, il faut appliquer. Laissez-moi vous dire que quand les services du gouvernement militaire de Paris se sont retrouvés avec l'idée d'un cercueil sur un char AMX-10, c'est une belle bête, hein, et c'est haut, et qu'il fallait qu'il remonte l'esplanade des Invalides, le pont Alexandre III, les Champs-Élysées, et sans le faire tomber, et surtout en le mettant sur le char, en le descendant du char, en le remettant sur le char, sous les caméras de télévision, c'est-à-dire d'une manière avec cérémonie. Voilà. Et c'est là, si vous voulez, c'est extraordinaire avec nos sous-officiers. Le problème a été posé aux sous-officiers d'un régiment du matériel, et ils se sont creusés la tête et ils ont résolu le problème. Ils ont fait un système de rails, de sécurité, ils ont soudé, ils ont peint, vous ne verrez rien, mais quand vous verrez ce chargement et ce déchargement de ce cercueil, vous penserez à eux et vous verrez que
nous avons quand même dans nos rangs des personnes pour qui rien n'est impossible. Autre question ? Est-ce qu'il y a d'autres symboles ? Alors, vous parliez tout à l'heure de l'absence de médaille sur le cercueil de M. Germain aux Invalides. Est-ce que ce sera pareil tout au long de la journée ? Et encore une fois, parce que moi et mes collègues, on prépare notre journée, on va passer du temps à la télévision, à demain, à essayer de dire aux gens, au grand public, mais vous écoutez ça, là, ça veut dire ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la liste des symboles ? Parce que finalement, les horaires, on les a. On a vraiment besoin de vos lumières sur les symboles. Alors, oui, tout au long de la journée, et la famille de M. Germain en a été informée, il n'y aura absolument pas ces décorations, puisque le symbole, c'est que c'est le dernier compagnon, ça aurait pu être un autre. Donc là, de ce côté-là, l'homme... ça serait une fausse route d'ailleurs de centrer vos reportages ou vos commentaires sur M. Germain. C'est le reportage et les commentaires sur M. Germain, c'était le vendredi 15 octobre pour la cérémonie d'hommage à M. Germain aux Invalides. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, une deuxième anecdote, vous verrez que pendant un moment... Alors une deuxième anecdote. D'abord, c'est M. Germain va remonter vers les Champs-Élysées, encadré par la grande escorte, à cheval de la garde républicaine. C'est-à-dire dans l'exact appareil que vous avez tous vu du président de la République descendant les Champs-Élysées le 14 juillet. La grande escorte, c'est une prérogative du chef de l'État. Demain, le chef, M. Macron, a souhaité que le char soit encadré par la grande escorte dans le même appareil que lui descend les Champs-Élysées. Le dernier compagnon va remonter les Champs-Élysées. C'est une image qui est excessivement rare, enfin que je n'ai jamais vue, moi. Et M. Macron, le président de la République, pour aller à l'Arc de Triomphe, ne remontera pas comme d'habitude les Champs-Élysées. Il laisse les Champs-Élysées au dernier compagnon. Vous voyez, ce sont des symboles assez forts, ce sont des gestes forts qui méritent évidemment, vous avez raison, d'être explicités ou d'en informer la population, parce que tout le monde n'est pas au fait de tout ça, mais ce sont des choses assez fortes. Alors, un petit détail ou une anecdote. Lorsque je racontais à M. Germain ce qui était envisagé, sachant que le président de la République a donné son accord sur les propositions faites, a demandé d'ailleurs des ajustements, des améliorations, mais m'a bien dit, vous vérifierez auprès de M. Germain qu'il est d'accord sur cette cérémonie et sur chacune des étapes de cette cérémonie. Donc c'était un souhait fort du président de la République que le dernier compagnon... Et quand je racontais à Hubert Germain que sur son char, après avoir remonté l'esplanade, il allait passer le pont Alexandre-III, puis il prendrait vers la gauche le Champs-Élysées avec la cavalerie républicaine, qui je crois avance à 32 km/h. Il m'a dit, mon général, vous oubliez quelque chose. Je lui ai dit, ah bon, monsieur Germain? Alors, il avait des grandes mains, il m'a pris la main, il m'a dit, c'est pour ça que vous n'êtes que général. Je passe bien devant la statue du général de Gaulle. Je me suis dit, bon, t'as oublié quelque chose? J'ai dit, oui, monsieur Germain. Il m'a dit, alors, vous ferez arrêter le char un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Et vous expliquerez que cet arrêt que je souhaite, c'est parce que pendant ce temps-là, le dernier compagnon rendra compte à son chef, mission terrestre accomplie, mon général. C'est pas merveilleux, ça? Mission terrestre accomplie, mon général. Voilà sur l'anecdote que je pouvais vous dire, sur les symboles que je pouvais vous dire. Il faut que j'arrête? Ah oui, normalement, je suis au point de presse de l'Élysée. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une ou deux dernières questions, mon général? Combien de familles de militaires tués en opération demain? Est-ce qu'il y aura la famille du sergent Blasco? Alors écoutez, moi, je ne voudrais pas dire de bêtises, de mémoire, mais ça demande à être vérifié parce que je ne suis pas totalement impliqué là-dedans, c'est 6. Mais ça mérite d'être vérifié auprès des services du ministère. Oui, on vérifiera. Moi, j'avais plutôt 7 en tête. Voilà, bon, vous voyez, comme quoi je ne veux surtout pas dire de bêtises, mais là, vous me faites sortir de mon périmètre de légitimité de communication. On va vous le dire, mon général. Une dernière question avant de libérer le général et de le remercier? Non?
Alors retenez ceci, la chancellerie de l'ordre et l'ordre de la libération va perdurer. Écoutez ce que dira le président de la République, et puis les 23 collectivités compagnons devront, mais elles le font, appuyer, prolonger, donner de la caisse de résonance, prendre des initiatives à leur niveau pour aller dans le même sens que l'ordre de la libération, dont la priorité c'est la jeunesse de France, mais vous avez vu que nous allons également vers bien d'autres publics. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le porte-parole. Merci infiniment, mon général, pour vos explications. Et on va maintenant continuer sur la visite du musée avant d'aller nous recueillir sur la dépouille de monsieur Germain.